Alors je vais remercier moi aussi, selon la bonne tradition, les autorités du Royaume du Maroc, les membres de l'Académie et aussi toutes celles et ceux qui, dans les coulisses, travaillent très dur pour qu'un colloque comme celui-ci puisse avoir lieu. Alors, mon titre, en fait, était un triple titre, écrivaine et représentation de l'exil, les routes du ciel, de la terre et de l'eau, qui est une citation qui vient de Aminata Sofal dans les douceurs du bercail que je vais analyser. Alors, mon papier, en fait, a 6 parties. La première, c'est l'étymologie. La deuxième, c'est écrivaine africaine et représentation de l'exil. Le troisième, c'est douceur du bercail, d'Aminata Sofal. Numéro 4, c'est Varsan Chiré, ou une forme extrême de l'exil. Et la 5e partie, c'est l'exil se limite-t-il aux êtres humains? Et la conclusion, je pose la question, que faire? Alors, sur le plan de l'étymologie, je vais aller très vite puisque ça a déjà été fait. Dans son sens le plus fondamental, exil signifie hors du sol. C'est cette acception de l'exil que je retiendrai pour considérer l'exil en tant que non seulement ceux, C-E-U-X, qui se trouvent être en dehors du sol, mais ceux, C-E, qui se trouvent être à l'extérieur du sol. Et je ferai donc une opposition entre les deux, et je jouerai sur la dichotomie hors du sol, à l'intérieur du sol, et ceci par rapport aux êtres et aux choses. Alors, le temps étant très court, je vais faire quelque chose qui n'est pas orthodoxe du tout, c'est-à-dire que je vais commencer mon papier par la fin. Je vais commencer par la fin, mais seulement, je voudrais dire, avant d'aborder le sujet qui me préoccupe, je voudrais dire quand même que dans mon étude de la représentation des femmes, j'ai utilisé plusieurs écrivaines, mais je m'attarde 1 minute sur Fatou Diom, qui se nomme elle-même la Sénégalaise de l'extérieur. Fille de Niodor, une île du Sénégal, elle offre au lectorat une œuvre irriguée par l'Atlantique. Cet entre-deux, qui est aussi beau que l'océan qui ondoie, est aussi dangereux qu'un tombeau qui se meut. On pourrait spéculer sur la raison pour laquelle Fatou Diom se nomme elle-même la Sénégalaise de l'extérieur. Est-ce sa façon de se définir, l'exil tel qu'elle le vit en tant qu'écrivaine ou en tant qu'individu dans une société qui n'est pas la sienne? Elle affirme entre autres que elle vient d'une île et elle dit que cette île est entourée de cocotiers. Et elle dit que quand on enlève un cocotier, quand on le déracine, il reste un trou. Alors, que représente ce trou? Edward Said, encore une fois, nous le dit de façon claire et nette dans Theory of Exile. Pour lui, ce trou correspondrait à l'exil vu comme un état de perte, une séparation entre soi et son pays, une séparation que l'on ne peut combler. En effet, que représente ce trou si ce n'est le déracinement, la position hors du sol, l'absence et les conséquences que l'absence peut avoir sur l'individu ou sur l'écrivain? À ce moment-là,
on n'est pas, on réalise que l'on n'est pas, on n'est plus ou on n'est pas, ou qu'on ne sera jamais dans son royaume, que l'on est hors du sol et que l'on a perdu ce que Léopold Sédar Senghor appelait le royaume d'enfance. Tout ceci tout ceci en lien avec des notions de déplacement, d'étrangeté, d'altérité. On devient donc un électron libre, hors du sol. On devient donc, je reprends, un électron libre, hors du sol, sans boussole, habitant le pays de l'autre, la langue de l'autre, la culture de l'autre. Et l'on peut se poser la question suivante: est-ce que le pays de l'autre peut être le pays de soi? Le pays de l'autre peut-il être le pays de soi? Et qu'est-ce que nous faisons de ce trou laissé par le cocotier que l'on a déraciné? Alors, comme je vous disais, je vais faire quelque chose de peu orthodoxe et de commencer mon papier par la fin, de façon à avoir le temps de venir à un sujet qui me préoccupe personnellement dans cette question de l'exil. Et je vous disais que la dernière partie de mon papier aurait dû être intitulée l'exil se limite-t-il aux êtres humains? Alors, je voudrais, au terme de cette réflexion qui n'a pas été faite, me poser la question de savoir si l'exil se limite uniquement aux êtres humains. Sinon, quelles sont les choses qui peuvent s'exiler? La question est curieuse, mais délibérée, et la réponse se veut définitive. La chose qui peut être exilée, c'est tout simplement le livre. Le livre. Car dans le contexte africain, le livre peut être perçu comme un objet d'exil. Alors, c'est dans ce cadre que je voudrais considérer l'exil, non pas des individus, comme cela se fait généralement, mais celui des œuvres littéraires. Ce qui m'amènera à voir le phénomène de l'exil sous un angle particulier, dans un contexte beaucoup plus large. Ici aussi, le mot exil est problématique, je le conçois. Il s'agit, pourrait-on dire, d'isolement, de distance, mais pas seulement. Car le but est de porter un regard sur les œuvres des femmes africaines, parce que je parlais des femmes plutôt, œuvres qui soit se déplacent, voyagent, s'exilent, sont exilées, ou ne le sont pas. Pourquoi et dans quelles conditions? En effet, sur le plan de la culture littéraire du continent africain, la littérature produite en Afrique se meut dans un espace étroit et limité. Être à l'intérieur du sol n'est pas être exilé dans le sens propre du terme, mais c'est souvent être exilé des autres espaces de la culture littéraire à l'intérieur comme à l'extérieur du sol. Je voudrais faire remarquer que cette proposition peut être renversée. En effet, en abordant le problème dans une perspective inverse, on pourrait aussi dire que la majeure partie des œuvres de la littérature féminine est non exilée, car elle est en général éditée à l'intérieur du sol, au sein même du terroir. Cependant, cette littérature demeure isolée des autres pays africains d'une part et des pays occidentaux de l'autre. Pour étayer mon argumentation, j'examinerai par exemple le cas de Sokhna Denga, une écrivaine sénégalaise prolifique, dont les nombreux écrits ont été publiés à l'intérieur du sol et qui sont pratiquement inconnus hors du sol. Parallèlement à sa profession, là je vais très vite,
Parallèlement à sa profession de juriste spécialiste en droit maritime, Sokhna Benga mène une carrière d'écrivaine à la plume assurée. Elle explore tous les genres littéraires, poésie, roman, nouvelles, théâtre, littérature de jeunesse, scénarios de séries et scénarios de cinéma. Elle a la particularité d'avoir fait toutes ses études au Sénégal et d'y avoir édité toutes ses œuvres dans diverses maisons d'édition chez elle, au Sénégal, à l'intérieur du sol. Son cheminement est absolument remarquable. Elle a écrit son premier roman, Le Dard du secret, à l'âge de 22 ans, alors qu'elle n'était encore qu'étudiante. Il est important de noter qu'elle a été encouragée par une autre écrivaine de renom, Aminata Sofal, dont je devais parler, qui a édité son premier roman dans sa propre maison d'édition, les éditions Kunja. Aminata Sofal avait donc déjà reconnu le talent de Benga et avait été pour cette jeune écrivaine un véritable catalyseur. En effet, l'on notait déjà en quatrième de couverture de Dard du secret que, citation, le roman révèle un auteur fécond en invention et qui maîtrise les rythmes narratifs. Fin de citation. Autre indice du caractère prometteur de la jeune écrivaine est qu'elle avait écrit ce premier roman en hommage à son père et qu'elle lui avait offert en paratexte un beau poème où perçait déjà les germes de sa verve poétique. Alors, depuis 1990, Sokhna Benga a publié une dizaine de romans, dont une trilogie intitulée « Le temps a une mémoire ». J'aime bien ce titre. « Le temps a une mémoire ». Elle a publié 3 nouvelles, 3 recueils de poésie, 8 livres de jeunesse, une dizaine de scénarios, etc. Certains de ces romans ont été primés, pour la plupart à l'intérieur du sol, comme son roman le plus ambitieux, La Ballade de Salvador. Toujours à l'intérieur du sol, Sokhna Benga s'est imposée. La Ballade de Salvador, qui a été d'abord auto-publiée en 2000, a été reprise par les nouvelles éditions sénégalaises. De même, son dernier roman, Bris d'ombre, d'abord publié par les éditions Feu de Brousse au Sénégal en 2014, a été réédité chez l'Harmattan à Paris en 2018. Si une écrivaine comme Sokhna Benga joue d'une notoriété à l'intérieur du sol, comment expliquer que ses œuvres soient presque inconnues hors du sol, à commencer par les pays africains eux-mêmes? Alors, je vous préviens, ne me demandez pas à qui la faute. Hein? Moi, je vous montre un cas de constat. Je constate la situation. Pour l'Afrique, la raison est bien connue. Il s'agit souvent d'une question de manque de structure adéquate de diffusion des livres non scolaires. Et Amadou Barry, un nouvel écrivain, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Journal d'un exilé, publié chez Julliard 2025, affirme qu'il n'y a point en Afrique ce qu'il appelle des porteurs de livres. Des porteurs de livres. J'aime bien cette expression, des porteurs de livres. Et quand on lui a demandé pourquoi, que signifie cette expression, il a dit, les porteurs de livres, je cite, c'est tout l'univers qui tourne autour du livre. Le libraire, l'éditeur, les écrivains, ce sont les endroits où l'on peut écouter les écrivains parler de leurs ouvrages. Ce sont les festivals. C'est fondamental pour que la culture de la lecture, la culture de la littérature puisse exister dans un pays. Heureusement, les choses changent, ne fût-ce que très lentement, car la vaste littérature produite à l'intérieur du sol ne peut continuer d'être ignorée. J'ai montré comment, non seulement par la qualité et la quantité de ses œuvres, Sokhna Benga s'est imposée au Sénégal à l'intérieur du sol,
et comment elle commence petit à petit à s'imposer hors du sol. Quelques thèses sont consacrées à son travail dans le contexte général de la littérature féminine sénégalaise. Et récemment, des extraits de son 10e roman, Bris d'ombre, ont été reproduits et traduits en anglais sous le titre de Broken Shadows et publiés par Routledge, une maison d'édition britannique de roman. Ainsi donc, malgré les barrières invisibles mais combien réelles, Sorna Benga offre un exemple d'une nouvelle possibilité d'extension de la littérature féminine qui ironiquement, devra être en partie exilée afin d'être insérée dans le contexte plus large de la culture globalisée. Et si la culture est vraiment globalisée, pourquoi n'y aurait-il pas un mouvement de production de ces cultures dans les deux sens, un mouvement de va-et-vient? Ce déséquilibre peut revêtir un aspect dangereux. J'aimerais insister sur ça, parce que l'aspect dangereux, c'est que les œuvres de nombreuses africaines, pour les œuvres de nombreuses africaines, la notion, ou l'idée même de littérature africaine semble privilégier les œuvres écrites en exil, hors du sol, dans ce qu'on appelle justement la littérature diasporique. Bien qu'il y ait des exceptions notables, les œuvres écrites en exil semblent être privilégiées. Ainsi, dans ce monde globalisé, la littérature produite dans la diaspora, surtout dans la diaspora occidentale, tente de devenir la littérature. Et c'est ça le danger. Tente de devenir la littérature africaine et risque de représenter en quelque sorte une littérature de substitution. Nous avons donc une sorte de contradiction en ceci que le monde globalisé, qui ne l'est en fait qu'en partie, risque de ne reconnaître, de ne connaître et de ne reconnaître que la littérature de l'exil, que la littérature diasporique produite hors du sol. Pire encore, le canon même de la littérature africaine semble privilégier les œuvres hors du sol. Il y a certainement aussi lieu de se poser des questions qui s'imposent sur les relations entre le canon et la réception des œuvres féminines. Par exemple, n'y a-t-il pas une certaine corrélation entre la potentielle migration du canon et le changement des contenus et des formes littéraires qu'elle peut impliquer et comporter pour satisfaire peut-être les attentes d'un nouveau public outre-africain? Il est certain que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas ignorer la littérature de l'exil, la littérature diasporique produite hors du sol. Elle fait partie intégrante d'un corpus important que nous ne voudrions ni perpétuer, ni établir les scissions stériles et dangereuses. Cette littérature fait incontestablement partie du corps littéraire africain et doit, par conséquent, faire partie, par exemple, des livres enseignés. Mais il est tout aussi certain que nous ne pouvons pas, ne devons pas ignorer la littérature produite en Afrique à l'intérieur du sol. Les littératures des deux points géographiques, de multiples points géographiques, on pourrait dire, devraient se compléter, former un continuum fécond. La façade, le mot est pris dans les deux sens, qui sépare ces deux littératures, les multiples littératures, dans un pôle sud-nord, représente les vestiges de pratiques coloniales qui séparent la prétendue périphérie à la métropole, les colonisés et les colonisateurs,
l'Occident et le reste. The West and the rest of us. Alors, en conclusion rapide, que faire? Béninoise d'origine, vivant et enseignant en milieu universitaire aux États-Unis depuis de nombreuses années déjà, aujourd'hui professeur émérite, je parle à mes collègues qui vivent et produisent et enseignent dans les sphères diasporiques. Que faire? À cette situation, quel devrait être le rôle des chercheurs, des enseignants, des critiques littéraires, des écrivains de la diaspora? Ce constat du livre exilé à l'intérieur du sol pourrait-il servir de point de départ à la possibilité d'envisager un dépassement de ce constat? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? J'ai ma petite idée là-dessus, mais je ne vous la dirai pas.